Alors, on va continuer avec vous, Amaury Pachurka. Venez me rejoindre avec Nicolas Moreau. Alors, vous, Amaury Pachurka, vous développez un système numérique de gestion de l'autoconsommation collective. Donc, imaginez un quartier pourvu de panneaux solaires. Comment optimiser l'allocation de cette énergie décarbonée aux consommateurs, donc optimiser l'allocation de cette énergie. Quand est-ce qu'on va stocker cette énergie? Quand est-ce qu'on va la déstocker? Et voilà quelques questions auxquelles vous vous efforcez de répondre à Maurice Pachurka avec votre société qui s'appelle Beoga. Donc vous êtes le président fondateur, une PME innovante qui est basée à Montpellier avec 10 personnes. Et puis vous avez travaillé ces solutions avec Enedis. Et Nicolas Moreau représente Enedis aujourd'hui, le directeur adjoint Isère pour Enedis. Vous êtes responsable des relations externes, hein, justement chez Enedis, donc tous les partenaires, dont par exemple les startups, comme Beoga. Exactement. Écoutez, bonjour à tous, très heureux d'être là aujourd'hui pour vous présenter ce sujet sur la rationalisation des consommations énergétiques grâce aux technologies numériques. Nous allons avec Beoga intervenir en deux temps et se concentrer sur un cadre spécifique qui est celui des communautés énergétiques et de l'autoconsommation collective pour voir comment du réseau et vu de l'utilisateur final ces dispositifs entrent en résonance. Donc dans un premier temps, à l'image un peu de ce qu'on peut voir sur le terrain, l'autoconsommation collective, c'est un dispositif réglementaire auquel Enedis contribue, il le met en œuvre, et ensuite il permet à des entreprises, donc comme Beoga a su le faire avec son expertise, d'optimiser un dispositif existant. De la même façon, cette présentation, je vais commencer en présentant le cadre de façon assez générique et la dynamique qui est autour de ce sujet-là. Et ensuite, je passerai le relais à Amaury Pachurka sur l'expression de leur talent, de leur savoir-faire sur ce sujet. On va enfoncer quelques portes ouvertes au début, mais c'est toujours bien de revoir quelques définitions. Donc l'autoconsommation, de quoi parle-t-on? On parle du fait d'avoir consommation d'une ressource ou de service produit par une entité pour elle-même. Donc ça, c'est assez simple. Il y a la définition d'autoconsommation individuelle qui est assez largement connue, qui vise à ce que un particulier, une entreprise, n'importe qui, puisse avoir un dispositif de production sur son site, donc typiquement des panneaux photovoltaïques. C'est surtout ça qu'on a dans la région, et consomme son électricité en direct sans qu'elle puisse transiter sur le réseau. Il y a un autre dispositif qui s'appelle l'autoconsommation collective qui vise à rassembler des utilisateurs différents et qui vont utiliser le réseau de distribution pour partager l'énergie produite par un ou plusieurs acteurs qui sera consommée par un ou plusieurs autres acteurs rattachés à l'opération d'autoconsommation collective. Il y a une attente sociétale qui est forte de consommer local, de consommer de l'énergie renouvelable. Donc on est typiquement dans la mise en œuvre de ces attentes. Les grands principes de l'autoconsommation collective, c'est d'abord un espace sur lequel il va avoir lieu. Un espace délimité qui va être, qui peut être soit un bâtiment, pardon, excusez-moi, soit un seul et même bâtiment qui va intégrer et la production et les différents consommateurs. Ça, c'est la façon la plus simple de le voir. Et ensuite, une notion de périmètre étendu, où on va dépasser le seuil du bâtiment. Donc il y a un seuil qui ne demande pas d'autorisation spécifique, qui est délimité à 2 km maximum entre les participants les plus éloignés et les moins éloignés. Et un seuil dérogatoire qui permet d'aller jusqu'à 20 km. Donc là, on est sur vraiment des très grands espaces géographiques qui nécessitent une dérogation et qui permet aussi d'adapter le dispositif d'autoconsommation collective, notamment des zones rurales qui sinon étaient plus difficilement accessibles. Le principe d'une opération d'autoconsommation collective, vous allez avoir plusieurs consommateurs, donc dans notre cas ici 3, un producteur ou plusieurs producteurs, dans ce cas d'école un producteur, et on va intégrer dans ce système-là une notion de flux de flux locaux, des flux autoproduits, c'est-à-dire la production
de l'opération d'autoconsommation collective qui est consommée localement, et une notion de flux non locaux, on va parler alloproduit, c'est-à-dire l'énergie qui vient du réseau, qui n'est pas apportée par un des producteurs de l'opération d'autoconsommation collective, et qui va être consommée par les clients consommateurs de l'opération en complément de la production locale. Il y a une entité importante qui est la notion de personne morale organisatrice qui va rassembler les différents acteurs de l'opération d'autoconsommation collective. Aujourd'hui, c'est à 50% à peu près des collectivités locales, qui va ensuite être le partenaire de discussion, de mise en œuvre de l'opération avec Enedis, qui va notamment nous fournir ce qu'on appelle les clés de répartition, c'est-à-dire qui prend quelle part de la production qui est produite dans l'opération d'autoconsommation collective. Une clé qui peut être fixe, donc là on voit des pourcentages apparents 25, 35, 40, qui peut être aussi dynamique, c'est-à-dire suivre les appels de consommation des clients pour coller au maximum à leurs besoins. Dans un deuxième temps, Enedis va être l'acteur central de la métrologie, des flux, des données officielles de l'opération d'autoconsommation, en utilisant des courbes de charge à 30 minutes. Ensuite, à partir de là, on va pouvoir affecter les consommations dans la partie qui a été produite localement à chaque consommateur, ce qui nous permet ensuite de voir à partir de ce qu'il lui a consommé, quelle a été la partie alloproduite et la partie autoproduite par l'opération d'autoconsommation, et donc d'aller soustraire la partie produite localement aux éléments qu'Enedis fournira au fournisseur afin que lui puisse faire une facturation du client qui, de son côté, n'a pas eu d'évolution de son dispositif local nécessaire, il est toujours sur le même compteur qui fonctionne. Ceci nous permet donc de publier les flux. Donc, au-delà du fournisseur, il y a aussi d'autres acteurs, notamment le responsable d'équilibre, puisqu'une opération d'autoconsommation collective, si elle ne consomme pas tout ce qu'elle produit, il faut gérer la partie qui a été produite, non consommée localement. C'est le rôle du responsable d'équilibre. Et aussi au PMO, parce que la personnalité morale organisatrice doit définir les règles d'attribution non seulement de l'énergie, mais aussi de leur rétribution éventuellement financière, si elle existe. C'est un rôle vraiment central dans le mode de fonctionnement. Pour rappel, aujourd'hui, votre facture d'électricité, c'est à peu près un tiers de fourniture d'électricité, un tiers de taxes et un tiers de TURP, c'est-à-dire le tarif qui sert à rémunérer le distributeur que je suis aujourd'hui, donc je vous remercie tous au passage, et aussi le transport d'électricité. Sur une opération d'autoconsommation collective, la partie taxe est à peine affaiblie, la partie TURP n'est pas affaiblie, il reste la partie fourniture. Il va sans dire que la situation actuelle fait que la partie fourniture prend une dimension différente avec la crise de l'énergie et rend l'opération peut-être économiquement plus pertinente qu'elle l'était auparavant. L'essentiel des opérations que nous avions jusqu'à maintenant n'était pas perdante d'un point de vue économique, mais c'était clairement pas cet aspect-là qui en faisait l'attrait. L'engouement justement qu'on a pu constater depuis 2018, c'est, vous le voyez, une courbe d'évolution sans interruption, mais qui permet aujourd'hui de dénombrer une centaine d'opérations en run sur la France. Nous sommes sur 95% du territoire, il y a aussi quelques opérations chez nos collègues des entreprises locales de distribution et régie, notamment, paradoxalement, j'interviens aujourd'hui, nous sommes à Grenoble, ce n'est pas Enedis qui opère le réseau, et il y a une opération d'autoconsommation collective sur la presqu'île. Ces opérations réunissent un peu plus de 1000 consommateurs et un peu plus de 150 producteurs. Là, vu qu'on approche des 100, j'actualise les chiffres en direct. Donc ça peut paraître assez réduit, mais la dynamique est forte. Il y a une disparité régionale importante, certaines s'en sont vraiment emparées, d'autres ne s'en sont pas emparées, ou peu emparées. Et toutes les conditions sont réunies pour que ce dispositif continue à se déployer. Donc d'une part, l'aspect économique dont j'ai parlé un peu plus tôt, mais aussi l'aspect réglementaire, parce que si on était sur une notion technique, on va voir qu'il y a aussi une dimension sociale forte qui est en mouvement. Le rôle d'Enedis dans ce cadre-là sera principalement d'être en accompagnement des différents acteurs. On a un canal d'accès à maille régionale opérationnelle d'Enedis
On a 25 mailles régionales opérationnelles pour pouvoir accueillir les demandes, les questions et essayer d'accompagner les acteurs sur ces sujets-là, ce qui a été notamment le cas avec Beoga. Amaury reviendra un peu plus tard. Sur le rôle du RPD, on reste sur notre rôle historique de gestionnaire de l'infrastructure, d'assurer aussi le complément d'énergie, puisque l'énergie produite localement a peu de chances de suffire en totalité à la consommation des utilisateurs, de favoriser l'équipement des compteurs, parce que je dirais aussi au fur et à mesure des années, on est très bien équipé maintenant en compteurs communicants, mais ce n'est quand même pas le cas partout. Et la relation privilégiée qui est établie avec la personne morale organisatrice pour la durée de l'opération. Quand je parlais d'évolution sociétale et réglementaire qui vont aussi promouvoir ces besoins-là, c'est le fait qu'il y ait une doctrine européenne forte qui ait mis en avant des notions de communauté énergétique renouvelable et de communauté énergétique citoyenne, qui a été transcrit par un décret en droit français mars 2021, donc qui va donner plus d'ampleur à cette notion, à cette attente locale, avec différents sujets autour de l'énergie qui seraient confiés à ces communautés énergétiques, pour privilégier les sujets environnementaux et sociaux à la partie financière de la démarche énergétique sur ces communautés. C'est souvent ce qu'on constate, c'est un vrai empowerment local des sujets énergétiques pour les personnes qui se sont embarquées dans ce type d'organisation communautaire de l'énergie. Favoriser le développement des énergies renouvelables et avoir vraiment beaucoup d'acteurs individuels du sujet de l'énergie pour faire évoluer notre système. Dans ce cadre-là, Enedis gardera son rôle de gestionnaire de l'infrastructure de distribution. Et par contre, ces définitions légales-là positionnent très clairement les communautés énergétiques comme étant les PMO du futur pour les opérations d'autoconsommation collective. Donc on a le vent en poupe pour que la dynamique ne s'arrête pas là et à une centaine d'opérations. Maintenant, en partant de ce cadre générique, je vais laisser Amaury Pachurka préciser comment Beoga, par son savoir-faire, optimise leur performance et le partage de la consommation locale. Merci Nicolas pour cette introduction. J'aurais pas besoin de la faire parce que comme vous avez vu, c'est un peu compliqué. Et notre job, justement, c'est de le simplifier. Alors je remercie d'abord Monsieur Bittard de m'avoir invité et de nous avoir invités sur ces sujets. Alors je vais commencer à prendre peut-être une petite casquette pessimiste de militant avec quand même un background d'ancien corporate CEO for a worldwide company all over the world. Maintenant je suis devenu un petit entrepreneur, un petit poussé de l'entrepreneuriat. Pour dire que je suis assez aligné avec l'ensemble des éléments qu'on a vus. On a parlé de la blockchain, on a parlé du gap entre la Startup Nation et l'industrialisation. C'est des choses qu'on rencontre. On a parlé du poids du numérique dans la conso électrique. On a parlé de la nécessité du temps réel. C'est un sujet qui est rarement abordé. Alors, temps réel ou quasi temps réel, hein, on n'est pas au millième de seconde près, encore que. Et que tous ces sujets-là, en fait, on les a intégrés. Alors, pour information, on est une dizaine de salariés, dont 2 thèses CIFRE à NRT. Je pense qu'on doit être un petit peu un cas unique, une toute petite société avec 2 thèses. J'en connais pas d'autres, mais bon, en tout cas, c'est un bon tremplin pour nous. On a d'ailleurs Mariam qui travaille au LIRM à Montpellier qui est là avec nous, et on a une thésarde avec le G2E Lab juste en face. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et nous avoir donné ces opportunités-là, en fait, on parlait tout à l'heure de l'utilisateur. On a développé notre théorie de recherche et développement sur ce qu'on appelle le end-user centrism, c'est-à-dire qu'en fait, on fait en parallèle la recherche, le développement, et on essaye d'intégrer au fur et à mesure, en testant, toutes nos trouvailles en même temps pour essayer d'aller beaucoup plus vite. Parce que en prenant l'exemple tout à l'heure de la liaison de l'accord entre Air Liquide et ST Microelectronics, 2019, 2022, on est 3 ans, on a un système de gestion d'une bouteille de gaz, sans remettre en cause tout ça, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus vite que ça. Et c'était mon petit mot de casquette militante. Voilà, je l'ai fait. Donc, je voulais préciser aussi tout à l'heure, c'était sur Schneider Electric, sur demain, les voitures, elles serviront peut-être à alimenter la maison. Je vous montrerai qu'en fait, c'est déjà le cas.
C'est pas bien passé. Donc, Béoga, rapidement. On est concepteur et opérateur de communautés énergétiques et on est une société à mission dès la création, avec comme mission de promouvoir une nouvelle économie vertueuse, plus partagée, plus éthique, plus abordable. Donc, les grands principes, Nicolas les a intégrés sur l'autoconsommation collective, je ne reviendrai pas dessus. Et comme on a vu, il y a des problèmes de complexité, ne serait-ce que par le background réglementaire. Il y a des problèmes de rentabilité, il y avait des problèmes de rentabilité en tout cas, et un problème de méconnaissance du fait de toute cette complexité. Méconnaissance chez les utilisateurs, méconnaissance au départ aussi entre nous, dans ce qu'on voulait faire, dans ce qu'on allait faire. Et donc, on a quand même travaillé sur cet aspect communication. Donc en fait, on s'est fixé 2 objectifs. On est d'abord une boîte qui gère de la data. On est dans... Ce qu'on fait aujourd'hui... Pardon. Ça va, ouais. Ce qu'on fait aujourd'hui sur les données énergétiques, demain, on peut très bien le faire sur les données issues de la production d'eau, sur les données issues de la production de chaleur, sur tout ce qui est commodité. Donc on a travaillé un écosystème technologique. On s'est aperçu par contre que les applications de cet écosystème technologique, pour pouvoir les appliquer et les tester rapidement, il y avait un problème de simplification chez l'utilisateur. Donc on a intégré aussi cette partie d'accompagnement. Et donc en fait on a designé une solution, je dirais clé en main, depuis la génération de l'idée ou l'intention de l'utilisateur, de la collectivité, de créer une communauté énergétique jusqu'aux opérations derrière. Donc on a développé pas mal aussi d'échanges avec Enedis sur tous ces sujets réglementaires, la documentation, ce genre de choses, avec l'urbanisme, avec le financeur, avec les installateurs, pour pouvoir avoir quelque chose de facile à comprendre et devenir un peu une espèce de single point of contact pour les utilisateurs. Donc notre écosystème technologique, donc vous le reconnaissez, je n'aime pas, c'est le compteur communicant, dans lequel en fait on vient récupérer la donnée qui est la même que celle du réseau. Donc on a un sujet de tiers de confiance, et c'est ça qui est important, c'est une donnée en temps réel qui est la même que le réseau, donc qui servira à la facturation derrière, et on s'appuie là-dessus aussi pour des problématiques de RGPD ou ce genre de choses. On vient récupérer cette donnée directement dans le compteur, et on l'envoie vers une passerelle connectée, qu'on appelle Janine, qui est elle-même connectée à le stockage, les bornes de recharge et la production, qu'elle soit photovoltaïque ou éolien ou renouvelable. On est agnostique au stockage et à la production. Donc ce boîtier connecté, en fait, on parlait tout à l'heure de sobriété, de trame sobre, de standardisation. Elle est interopérable et elle est capable de communiquer avec 95% des équipements sur le marché aujourd'hui, quelle que soit leur technologie de communication. La différence, c'est qu'en fait, on vient sélectionner dans toutes ces trames issues des différentes technologies de communication, on vient sélectionner uniquement les informations dont on a besoin à la temporalité où on en a besoin, pour les envoyer vers nos serveurs. Un avantage, sobriété énergétique. Un deuxième avantage, rapidité de transmission de l'information. Toutes ces données, elles sont regroupées dans notre serveur, qui est un serveur souverain. Et derrière ça, on a développé 3 types d'algorithmes, dont 2 basés justement sur les travaux de recherche faits. Donc on parlait tout à l'heure des clés de répartition. Donc Nicolas a introduit la clé de répartition statique, la clé de répartition dynamique, et nous on a introduit la clé de répartition dynamique en temps réel. C'est-à-dire que sur ce pas de temps de 30 minutes, qui est utilisé par Enedis, on décorrèle la donnée du flux et on reconstruit le flux avec des données qui sont plus intéressantes que la donnée sur 30 minutes. Donc ce qui nous permet d'atteindre des optimisations bien meilleures. Je prends l'exemple, en 30 minutes, vous allez pouvoir, dans ce pas de temps, il y a une machine à laver qui va s'arrêter, mettre une batterie, une voiture en charge, vous allez pouvoir en même temps un four à micro-ondes, ce genre de choses. On est descendu sur une temporalité de 7 secondes, on est en train de remonter vers 30 secondes, parce qu'effectivement, on ne fait pas jour-nuit avec l'interrupteur toutes les secondes, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même des gains. Et en fait, sur un pas de temps de 30 minutes, à un moment, je peux très bien vous fournir de l'électricité, et les 10 secondes suivantes, hop, c'est à vous de me l'envoyer. Et ensuite, on a une interface aussi. Alors, on parlait tout à l'heure, il n'y a pas de disruption sans appropriation par le end-user. C'est clair et net. Donc, on a travaillé sur une interface en prenant en compte aussi le comportementalisme. C'est-à-dire qu'on a embarqué, on a des retours permanents des end-users sur l'application pour savoir ce qu'ils attendent de l'application. Et on s'est aperçu en fait qu'ils attendent des choses très simples. 3 chiffres. Point final. Les graphiques, les machins, les trucs, les bidules, ils en ont rien à faire. Clairement, c'est clair et reçu. C'est que la personne, elle veut savoir, à ce moment-là, est-ce que je mets en route ma machine à laver ou pas? Et l'industriel, est-ce que je mets en route ma séquence de machine ou pas? Parce que si je peux la déplacer, est-ce que je mets en route mes frigos ou pas? C'est très clair, très simple.
On a aussi travaillé sur l'acceptabilité de l'information. Notre application n'a pas de couleur rouge, parce que le rouge, c'est la sanction. Donc aucune couleur rouge dans notre application, et des choses très simples et très, très visuelles. L'aspect comportemental, c'est 10% de la solution. Donc on a travaillé sur ce sujet-là aussi. En vrai, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai ramené un démonstrateur, mais donc on a ce qu'on appelle l'émetteur Radio Linky, donc qui est le boîtier qui est dans le compteur communicant, qui donne un accès à la consommation en temps réel. Aujourd'hui, on est en train de développer un troisième type d'ERL qui deviendra un ERL autonome, en fait. Aujourd'hui, ils ont encore besoin d'être reliés à soit du Wi-Fi, soit notre passerelle. Donc, on est à la troisième version de notre interface connectée. Donc, l'IDI, c'est l'intelligence collective augmentée. Alors, j'aime pas le terme intelligence artificielle, parce que pour moi, elle n'existe pas. Donc là, on travaille sur un concept d'intelligence collective augmentée, qui veut dire ce qu'il veut dire, en fait. Voilà, je ne vais pas détailler plus que ça, mais donc, et qui intègre tous les algorithmes sur lesquels on travaille. Le deuxième algorithme dont on parle, c'est la gestion du pilotage des batteries, des stockages, qui est aussi un sujet de recherche pour une autre thèse. Et puis ensuite, on a donc cette interface utilisateur, donc ça, c'est l'ancienne version avec le rouge. On a supprimé le rouge. Le projet pilote, aujourd'hui, qui n'en est plus un. Donc ça, c'est la représentation du projet en réel. On a, au départ, on avait 7 membres dans la communauté. 7 membres dans la communauté, des membres qui étaient en production, des membres en consommation, un bâtiment appartenant à une collectivité, un bâtiment avec une batterie uniquement, un bâtiment avec panneaux solaires plus batterie, un bâtiment avec panneaux solaires plus batterie plus véhicule électrique en véhicule to grid, et un véhicule to grid sur le réseau. On est d'ailleurs la société, je vous le dirai tout à l'heure, je le précise tout à l'heure, on est la seule société en France à avoir réellement un véhicule to grid sur le réseau Enedis. Les autres concepts de véhicule to grid sont du véhicule to building, je pourrais détailler un peu plus. On a aussi créé un écosystème de partenariats, parce qu'évidemment, on est tout seul, on ne peut pas tout faire. Les 2 partenariats principaux, c'est avec BCM et Feu Planète Oui, et Enedis. Et ensuite, on a développé à la fois des partenariats plutôt réglementaires et, je dirais, administratifs, des partenariats financiers, bien évidemment, des partenariats techniques et des partenariats académiques. Et donc, je parlais tout à l'heure des 2 thèses qu'on a en thèse CIFRE avec le G2E Lab juste en face et le LIRM à Montpellier. Et on a aussi des contrats de prestation avec l'IFPEN, l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Et on a des restes de collaboration avec l'Université de Manchester, puisqu'à l'origine, le projet est né à Hong Kong avec l'Université de Manchester. Notre plan R&D, donc je voulais un peu en parler, puisqu'on est à NRT, en fait, on a très vite produit. La première thèse CIFRE, on a déjà produit 2 papiers qui ont été publiés dans les revues scientifiques. Il y a 2 semaines, il y a eu une intervention à Electrimax à Nancy par une de nos doctorantes. Mariam, qui est là en haut, est en train de terminer son papier. Elle a déjà fait 2 conférences. Donc le sujet, il est fertile et le champ de recherche, il est encore vaste et nous donne encore des idées derrière de services réseau, d'intégration de la mobilité, de genre de choses. Bon, là, c'est juste la liste des 4 papiers qu'on a produits. Un point important, c'est Enedis. Effectivement, Enedis était un peu incontournable dans le système et j'ai eu, alors je ne sais pas, la chance de tomber directement sur un interlocuteur qui est accroché au sujet. Et dès la présentation de notre projet, avant même la création de la société, on a collaboré avec Enedis et la collaboration, elle ne fait que se renforcer. Donc, qu'est-ce que nous a apporté Enedis dans l'affaire ? Le déploiement anticipé du compteur Linky, on en parlait. En fait, le village dans lequel on a fait le projet pilote, c'est pas de Linky. Donc, ils sont venus déployer les 9 premiers Linky, et après, finalement, ils ont décidé de se dire, bon, tant qu'on y est, allez, on déploie tout le village. Ils ont changé leur planning de déploiement des compteurs. Il y a bien sûr un accompagnement réglementaire qui est permanent. On se tient au courant de ce qu'on sait des évolutions, puis on a un peu différents canaux de récupération des informations réglementaires. C'est aussi et principalement la validation par le réseau en tant que tiers de confiance de nos opérations. Effectivement, de dire qu'on joue à l'électricité avec Enedis, bon, c'est plus rassurant que de jouer à l'électricité avec d'autres. Voilà, sans nom. Ensuite, il y a une coopération aussi beaucoup sur la communication en interne chez Enedis et en externe globalement.
On a par exemple sur le salon, on a créé au salon Energaia à Montpellier, on a créé une communauté énergétique entre notre stand et celui d'Enedis. Et on va remettre ça au salon des maires dans le sud en fin du mois, où en fait on a un générateur qui est sur notre stand, on a 2 compteurs Linky sur notre stand, donc on simule 2 opérateurs, enfin deux membres, et on a un 3e Linky qui est installé chez Enedis et qui échange par le réseau électrique les informations et la production. On a aussi des retours d'expérience, bien évidemment, d'autres projets ou des mises en contact, des problématiques qui peuvent apparaître du côté de l'utilisateur, donc nous, l'utilisateur du réseau. On teste et on valide certaines des procédures Enedis des services informatiques, du SI, du système informatique, notamment sur ces transmissions de données, les clés de répartition, sous quelle forme elles arrivent, comment elles sont présentées, est-ce qu'on ne peut pas accélérer la chose, est-ce qu'on ne peut pas simplifier les informations. Et puis, on est un formidable outil de valorisation du compteur décrié étant AI par non, je vois pas non plus. Non, mais ça en devient quelquefois des private jokes entre nous et Enedis, parce que comme on est sur le terrain, quelquefois on prend des photos d'installation abracadabrantesques, comme dirait un ancien président, afin de limiter l'accès au compteur. On a vu des trucs hallucinants, donc on prend les photos, on envoie et on en rigole. Alors, Smart Lookila, l'ex-pilote, en fait, c'est plus vraiment un pilote. Les 7 premiers membres restent expérimentaux. Par contre, aujourd'hui, on a étendu le périmètre à un périmètre commercial. On a eu une dérogation sur 20 km. Donc, ça, 20 km de rayon, ça fait 330 km² et c'est 75 000 habitants en rural. On est en rural malgré tout, donc ça reste quand même un programme assez fort. Et on a commencé en fait à essaimer sur les villages autour et la communauté de communes pour pouvoir commencer à avoir aussi des membres en dehors de ce système. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est ces 8 PDL. Alors au départ, on n'avait que 18 kW crête de production, mais l'objectif, c'était pas de faire de la prod. L'objectif, c'était bien de tester la communication entre tous les éléments. Donc on a parlé du véhicule to grid. Donc vous le voyez en haut à gauche là, donc avec une borne qu'on a fait venir des Pays-Bas, un système de gestion qui vient de Finlande et un véhicule japonais vendu en France. Sur ce sujet, il y a quand même un petit grand retour en arrière de la part des constructeurs européens. Mais bon, après, on s'adaptera. Dès à présent, le véhicule de police de la municipalité a été intégré au système. Pareil, en véhicule to grid, il a sa borne et son système. Et en fait, on utilise l'électricité du stade pour charger le véhicule et repartager l'énergie du véhicule vers les autres membres quand l'occasion se présente. Bon, on est agréé, voilà. Donc aujourd'hui, Smart Lookila, c'est beaucoup de premières en France. Donc de la batterie multisite, de la batterie décentralisée. Un des avantages de l'autoconsommation collective qui saute pas comme ça aux yeux de prime abord, c'est pour des gens qui ne peuvent pas installer de production renouvelable, soit pour des raisons économiques, auquel cas ils peuvent rester consommateurs, mais aussi pour des raisons géographiques. Voilà, on a dans notre communauté pilote, on a une personne qui est sous les platanes, pas de panneau, elle a une batterie. Donc en fait, elle va stocker le surplus d'énergie et l'utiliser pour elle le soir. Donc le surplus d'énergie produit par les autres. Le concept de véhicule to community, donc ça c'est un concept qu'on pousse. Donc on est le premier véhicule et le seul encore aujourd'hui véhicule to grid. Donc quand je dis le seul, c'est-à-dire qu'on a un compteur Linky, une borne de recharge, un véhicule qui fait des allers-retours sur le réseau. Et dans la coopération avec Enedis, par exemple, certaines procédures de raccordement réseau ont été modifiées. Parce que si vous prenez le raccordement réseau standard, c'est, voilà, quelle est la puissance ? Nanana. Est-ce que vous avez des panneaux ? Oui. Est-ce que vous avez du stockage ? Oui ou non ? Il n'y avait pas la case « Est-ce que vous avez du stockage ?» directement. Surtout avec réinjection. Donc en fait, il y a eu des raccourcis qui ont été faits dans les procédures pour pouvoir faciliter ce type de système. Alors, et globalement, en fait, l'innovation qu'on a, c'est pas une évolution technique, technologique, tout ce qu'on veut, tout ça, ça fait rêver, blockchain, bitcoin, c'est machin. C'est une innovation sociale de rupture. On s'est aperçu aussi sur le retour de nos utilisateurs. Les premières motivations, c'est écologique et c'est économique. Ou c'est économique et c'est écologique. Aujourd'hui, ce qui ressort, c'est je partage avec mon voisin. Donc, je modifie mon comportement
pour faire des économies et de l'écologie, certes, j'en suis déjà convaincu, mais aussi parce qu'il y a un effet solidarité avec le voisin, une espèce de marché local. Et ça, c'est des sujets qui sont quand même assez intéressants, puisque c'est une manière aussi de convaincre sur les nouveaux usages de l'énergie. Alors, on parlait tout à l'heure de 89 projets en cours. Dans notre bourriche, on en a 4 en fonctionnement et 50 en projet. Donc, et le deuxième sujet, c'est les 138 producteurs. L'objectif pour le Kellar, maintenant qu'on a cette dérogation, c'est 150 producteurs juste sur le Kellar. Donc on va essayer de pousser les modèles pour voir jusqu'où ça peut aller techniquement. Bon, notre équipe, voilà, globalement, on est un peu partout. Comme je vous ai dit, comme c'était né à Hong Kong, on a encore quand même des attaches pas mal à l'étranger, des points de connexion, ce qui nous permet aussi de capter beaucoup d'informations sur les évolutions réglementaires, sur les évolutions techniques de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et on est en avance, en France, en général. C'est il faut le dire. Bon, au niveau de la concurrence, on a quand même de la concurrence plutôt technologique, bureau d'études. Par contre, on est les seuls à avoir un test, un Living Lab où on peut tester tout ce qu'on veut. Finalement, on a trouvé 7 personnes volontaires qui sont très coopératives. Clairement, j'ai presque les clés de chaque maison, quoi. Donc, alors, les résultats, parce que c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'il y a des résultats économiques et des résultats écologiques? Nos objectifs, c'était d'augmenter la consommation d'énergie renouvelable locale de 20%. Les résultats théoriques de nos premières simulations, c'est entre 15 et 35%. On est monté à des 70% en faisant vraiment du raffinage, hein, mais c'est pas totalement réaliste. Le résultat, sur la première année de test, c'est plus 29% d'autoconsommation collective. Donc ça veut dire qu'on a augmenté la consommation locale d'énergie renouvelable produite de 29%. On avait simulé une baisse des coûts énergétiques globales de 15%. Le résultat, c'est sur 25 ans, c'est plus 24% de gains. Parce qu'en fait, on a optimisé en local en prenant en compte l'augmentation des tarifs. Et je ne suis pas sur l'augmentation des tarifs qui vient. On est resté sur des augmentations qui étaient plutôt liées à voilà, ce qui est pris habituellement, plus 5% par an, plus 4,5% par an. Et donc, en fait, on a convaincu l'aspect écologique et convaincu l'aspect économique. Tout ça sans subvention. Je précise, c'est des modèles faits sans subvention. Alors, appliqué au marché français, tout à l'heure, on parlait du numérique qui représentait 10% du poids du coût énergétique, de l'énergie qu'on consomme en France. Si on applique plus 29% d'énergie locale à toute la France, on couvre largement le coût du numérique. Donc, ce qui va dans le sens aussi de dire, oui, le numérique, aujourd'hui, on peut affirmer, je pense, qu'il couvre que le delta entre le numérique et ce que ça rapporte, il devient vraiment intéressant. Un petit chiffre, c'est si on l'applique, hein, c'est 5,5 tranches de PR en France, 70 millions de tonnes de CO2 en Pologne. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, on est à disposition. Merci l'un et l'autre. Monsieur Mazovic a toujours quelque chose à dire. Je peux m'arrêter aussi là. Ah non, rien, au contraire. Alors, merci pour cet exposé, parce qu'il touche à des limites actuelles de temps de fonctionnement des réseaux. Donc, je sais pas, j'ai une question pour les deux, en fait, donc ça se raccorde à des slides dans les deux présentations. La première, c'est est-ce que, quand vous faites la différence entre individuel et collectif, est-ce que dans le collectif, un individuel peut être aussi individuellement dans ce bilan, etc. Un producteur, un prosumer. Et donc, derrière, il y a la notion de poupée russe, finalement. C'est-à-dire que je grandis. Et quand vous avez parlé de la manière dont Enedis gérait ce delta de production-consommation, de soutirage, injection, vous avez parlé que de vous. Comment se passe votre interface au-dessus avec RTE et avec les producteurs d'énergie? Est-ce que ça arrive? Est-ce que le foisonnement est suffisant, etc. Ça, c'était ma première question. Et la deuxième, elle est plus, puisque vous avez pris le risque de donner des ordres de grandeur 30 secondes, c'est que 30 secondes, c'est quand même le temps de relaxation de la stabilité du système. Donc vous êtes plus seulement dans l'équilibre offre-demande, vous êtes aussi dans l'interface entre de la stabilité du système de production, tel qu'il était conçu quand il était totalement intégré dans EDF, mais
en gros, ces 30 secondes, vous commencez à jouer avec les éléments de stabilité. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que dans un scale-up, depuis le POC jusqu'à l'ensemble du territoire, vous ne risquez pas justement de devoir résoudre un problème inverse, qui est celui de voir quelle est votre limite entre stabilité et équilibre off-demande? Voilà, donc la deuxième question, elle est un peu technique. Enfin, pour les deux, en vrai. Alors, monsieur... Je vous en prie. Ça pose la question de la consommation d'énergie à cette échelle-là. Alors, pour la première question, oui, un autoconsommateur dans une opération d'autoconsommation collective peut être autoconsommateur individuel au préalable. C'est-à-dire d'abord consommer sa production et ensuite en mettre à disposition. Donc, ce qui lui permet aussi une pertinence économique du système aussi pour lui, parce que sur cette partie en autoconsommation individuelle, il ne paye pas le TURP, il ne paye pas de taxes, il s'en porte très bien. Donc il y a trois niveaux, soit j'autoconsomme, soit ma production je la partage avec localement, soit éventuellement je peux la vendre ensuite sur le réseau. Alors, et là, il va être, s'il est dans une opération d'autoconsommation collective, il va vendre, enfin, il va consommer personnellement, mettre à disposition de l'opération d'autoconsommation collective, qui, elle, si elle ne trouve pas preneur, va réinjecter sur le réseau. Donc voilà pour le système de poupée russe. Pour ce qui est de la partie intégration, alors c'était intégration avec les producteurs. Est-ce qu'Enedis suffit à éponger l'équilibre ou vous êtes... Est-ce qu'Enedis suffit à éponger? Alors en deux temps, quelque part, l'opération d'autoconsommation collective, cette structuration-là, tant qu'elle est à maille du réseau de distribution, ne vient pas impacter le rapport avec le transport. On est sur une affectation de flux. On sait que les électrons dans le réseau, on ne fait pas le tri. Donc finalement, qu'il y ait une opération d'autoconsommation collective ou non, la part injectée sur le réseau de distribution, si elle doit refluer vers le réseau de transport, elle refluera vers le réseau de transport. Il n'y a pas de modification du fait de cette mise en œuvre. Et aujourd'hui, j'espère ne pas me tromper, mais de mémoire, je crois qu'il y a environ un tiers de la production réalisée sur le réseau de distribution qui reflue vers le réseau de transport. Donc c'est déjà une réalité pour nos fonctionnements d'infrastructure qui n'est pas mise en difficulté par les opérations d'autoconsommation collective. Une petite question sur les 30 secondes qui mettent jusqu'à quel point est-ce que... Alors, on est gestionnaire de données. On n'est pas gestionnaire d'électrons. Donc en fait, comme je disais, on décorrèle la donnée du flux. Et on recrée une donnée qu'on envoie à Enedis. Donc en fait, physiquement, il n'y a pas de déséquilibre de quoi que ce soit en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Enedis va nous donner entre le pas de temps de 30 minutes, on va faire une transmission de données. Vous avez consommé 5 kW et madame a injecté 3 kW. Nous, on va redéconstruire ça sur le pas de temps en disant, voilà, en fait, sur chaque 30 secondes, c'est pas, in fine, il y aura toujours les 5 kW et les 3 kW. Mais pendant les 7 premières minutes, en fait, Nicolas a consommé 15 kW. Par contre, le reste du temps, il a injecté, on injecte l'énergie, on l'alloue à une autre personne. Et in fine, ça ne change rien les données. Et physiquement, en fait, l'électron, il passe et il vit, quoi. Oui, non, c'est juste, c'est pas évident à comprendre cette histoire de décorrélation. Vous reconstituez par extrapolation ce qui s'est passé dans des temps pour lesquels vous n'avez pas les données. Vous arrivez à avoir un pas de temps de production des données qui est tel que ça corresponde à ce que vous cherchez. Enfin, la décorrélation, c'est pas... En fait, aujourd'hui, les données officielles utilisées pour la facturation vis-à-vis des fournisseurs et pour le pas de temps officiel, parce que c'est ça qui est utilisé pour la publication des flux, est de 30 minutes. On va vers du 10 minutes, qui est une obligation réglementaire européenne qui nous demande d'aller vers du 10 minutes. Maintenant, les compteurs en eux-mêmes, ils peuvent fournir une information temps réel qui est captée au niveau du compteur, et c'est ça que Beoga va chercher. Qu'on utilise. Alors, une intervention de madame. Alors, le micro. Oui, j'avais une question par rapport aux dernières slides de M. Amaury. C'était par rapport aux quelques chiffres par rapport aux gains qu'on peut avoir en termes d'émissions. Donc, est-ce que vous pourrez détailler un petit peu les 70 millions de tonnes de CO2? Est-ce que c'est par rapport aux gains de 20% que vous citez ici ou Oui, en fait, c'est un peu une extrapolation pour avoir un peu des chiffres forts. C'est si on appliquait ces systèmes à l'ensemble du réseau polonais,
Parce que là, les 70 millions de tonnes d'équivalent CO2 annuel charbon, c'est sur le réseau polonais. Voilà, c'est juste pour avoir des ordres d'idées, avoir un peu des idées de l'impact que peut avoir une généralisation de systèmes un peu plus intelligents sur le réseau. Ça serait, je dirais, pour un investisseur, le total obtainable market possible. En prenant en compte la fabrication des batteries, des panneaux solaires et ainsi de Oui, suite. c'est ça, oui. Ouais. Merci. Oui, c'est au global, on remplace la production charbon par une production solaire, partagée et optimisée. Voilà. Alors, monsieur n'a pas pu poser sa question tout à l'heure, donc là, je laisse la parole. Quand on raisonne à grande échelle, est-ce que le frein, c'est peut-être pas la technologie, c'est peut-être l'acceptation sociétale. Quand on voit ce qui se passe sur le compteur Linky, c'est vraiment possible, alors en France déjà, d'aller extrapoler. Ça veut dire qu'il y a des millions de gens qui vont faire ça. Alors, on a eu la grosse discussion avec EDF sur quelle est la taille critique d'une autoconsommation collective. La première chose qu'EDF a répondu, c'est 37 millions. Tout le réseau. Je leur ai dit, je sais ce que j'ai à faire. D'accord, merci. En fait, non, pas du tout. La demoiselle qui est là-haut travaille justement sur le dimensionnement optimal de quel serait le ratio d'optimisation par nombre de membres dans une communauté. Les premiers résultats nous montrent que ce n'est pas 37 millions, ce n'est pas 1 million, ce n'est pas 100 000, c'est beaucoup moins que ça. Il vaut mieux sur un périmètre, pour répondre à la généralisation, il vaut mieux sur un périmètre, quelquefois faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 opérations, des couches d'opérations entre un nombre de membres défini, plutôt qu'une grosse opération avec tous ces membres. Parce qu'on s'aperçoit qu'à chaque membre ajouté, finalement, il commence à y avoir un foisonnement de profils qui fait qu'en fait, effectivement, on va améliorer les quantités, mais on ne va pas forcément améliorer les ratios d'optimisation. Je ne sais pas si je suis clair. Est-ce que les gens ne vont pas s'opposer? C'était ça Alors, la question. ils ne sont pas obligés de le faire. Voilà. Alors, si on parle, on va plus loin. Vos prévisions, parce que la 100 opérations en France, je ne sais pas si c'est beaucoup, si c'est pas beaucoup. Qu'est-ce que vous imaginez? Bon, c'est pas beaucoup. Dans 5 ans, c'est mieux ailleurs, on en fait plus ailleurs, parce qu'il y a ces communautés, comme on les appelle au niveau européen, les communautés énergétiques renouvelables et énergétiques citoyennes. Alors, je dirais que c'est deux doctrines réglementaires différentes. L'autoconsommation collective, dans la réglementation française, c'est un prolongement de l'autoconsommation individuelle. Les communautés d'énergie renouvelables et citoyennes, c'est issu, ça intègre les aspects renouvelables et citoyens. Aujourd'hui, une autoconsommation collective, ça peut très bien être entre 3 gros industriels qui se décident et qui disent voilà, on va faire une opération commerciale, merci, au revoir, point. L'aspect CER-CEC intègre le financement citoyen, limite limite le profil des personnes qui peuvent... Alors oublions ça, j'ai compris. Voilà. Donc, comment est-ce que vous voyez le développement de l'autoconsommation collective en France? Alors, j'ai pas mis les slides de prévision. En 2020, RTE a annoncé 70 000 autoconsommations individuelles. Donc, vous avez bien compris qu'on allait chercher d'abord des autoconsommations individuelles qu'on allait optimiser en collectif. 70 000 personnes 70 000 compteurs en autoconsommation individuelle. Compteurs, c'est ça. Utilisateurs. Alors qu'aujourd'hui, c'est 1000-2000 personnes, 100 opérations. Non, j'ai pas compris. Non, mais c'est pour vous donner la taille et l'évolution. Donc 2019, 70 000 personnes en autoconsommation individuelle, pas collective. Pardon, d'accord. Individuelle, voilà. Nos prospections, notre étude du marché nous donne à horizon 2025 375 000 personnes, 375 000 compteurs en autoconsommation individuelle. C'est notre niche de départ. Parce que sans production, il n'y aura pas d'autoconsommation. La CRE a annoncé pour 2030 4 millions d'utilisateurs. L'Europe, pour 2050, elle annonce carrément la moitié des utilisateurs des réseaux électriques seront équipés d'un moyen de production sur leur site. 2050. Donc le gap, il est énorme. Le challenge, il est bien sûr pour le distributeur, bien sûr pour le réseau, parce qu'il faut à un moment absorber tout ça. Et derrière, l'autoconsommation collective ouvre aussi des portes sur des nouveaux usages qui ne sont pas forcément réglementés ou l'autoconsommation collective. On a parlé avec Enedis de certains projets pour limiter le renforcement du réseau. C'est-à-dire que s'il y a 10 ou 15% d'un périmètre qui est géré en autoconsommation collective, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de l'alimenter de l'autre côté. Donc ça, c'est des sujets. Dans l'industrie, on travaille sur des sujets aussi de limiter des renforcements de réseaux privés. Parce que entre deux bâtiments, on va simplement utiliser le réseau Enedis pour faire la connexion entre les deux. Voilà, quoi. Chose qui n'était pas autorisée avant. Voilà. Monsieur Pachorka, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez quelques doutes sur l'existence même de l'intelligence artificielle. Ça tombe bien, nous allons avoir un spécialiste de l'intelligence artificielle qui va s'exprimer maintenant.
Voilà. Alors oui, on avance maintenant. Oui, je vais très vite. Sur l'inquiétude, on est quand même aujourd'hui sur toutes les enquêtes qui avaient été faites, sur plus de 90% de satisfaction des personnes équipées de compteurs Linky post-pause. Donc le rejet, la phase de rejet, on l'espère véritablement passée. On est à plus de 93% de pause au niveau national, donc ça laisse quand même un champ d'action assez important. Quand on voit des projets comme ça, on se dit, il en faut des Linky. Et ça rend le projet, ça rend l'idée aussi, en tout cas globale, beaucoup plus attrayante pour les personnes qui pourraient s'embarquer là-dedans. Et en dernier point, juste en conclusion, on a parlé de jouer avec l'électricité tout à l'heure. Je serais enclin à mettre en avant, on a une campagne de communication sur la sécurité qui s'appelle Tension, attention, qui vient de repartir. On est très fort en allitération, vous le repérerez. Je vous encourage à y en prendre connaissance et puis à la diffuser largement. Voilà. Merci beaucoup. Merci, messieurs.